Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en 3 parties avec le journal des territoires dans un instant. Puis en deuxième partie d'émission, ce sera Territoire d'info avec l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui sera notre invité en direct sur ce plateau. Enfin, en troisième partie, c'est l'actualité parlementaire que nous traiterons. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On commence ce journal avec un élan de solidarité dans la Loire. Il a lieu depuis quelques jours à Saint-Étienne après l'appel d'un père de famille, Rohan, pour que son épouse atteinte d'une leucémie bénéficie d'un don de moelle osseuse. Son appel a été relayé plus de 400 fois sur Twitter et depuis, les demandes d'informations auprès des antennes de l'établissement français du sang se multiplient. Reportage de Céline Ercilia pour TL7, Télé-Loire 7, notre partenaire. Que 11h ce matin et déjà la salle d'attente de l'EFS de Saint-Étienne est remplie. Depuis quelques jours, les médecins sont les heureux témoins de ce phénomène. Suite à l'appel d'une famille rouennaise, les Ligériens se mobilisent pour s'inscrire sur la liste de donneurs de moelle osseuse. Dans la salle, des hommes en uniforme. Ils ne souhaitent pas apparaître sur nos images, mais ils viennent par solidarité. Ils sont nombreux à avoir eu la permission de venir s'inscrire pendant leur service. À leur côté, d'autres citoyens qui ont aussi voulu répondre à cet appel à la générosité. C'est une copine à moi qui connaît très bien cette personne, qui nous a fait un appel, voilà, sur le téléphone. Et du coup, oui, je pense que c'est important d'aider les autres. Oui. Déjà, par le don du sang, c'est important. Et encore en plus, quand c'est proche de chez nous et que ça peut toucher des personnes proches. Donc oui, autant le faire. Là, j'avais du temps, donc j'avais pas d'excuses en fait. Je trouve que c'est trop important. Même si on sait qu'on n'est pas compatible, ça peut toujours aider d'autres personnes. Voilà, c'est un sujet auquel je suis très sensible. Donc voilà, si un jour ça peut aider, que ce soit pour des recherches. Depuis 3 jours, l'EFS a enregistré 56 inscriptions. En temps normal, la moyenne des donneurs sur Saint-Étienne se situerait plutôt à 1 par jour. Alors cette vague, même si elle est appréciée, nécessite la mobilisation des médecins de l'établissement français du sang. Alors on essaye de faire face, c'est pas toujours simple. Là c'est bien parce que moi je suis ici, donc j'ai pu effectivement aider mes collègues. On a maintenant un questionnaire qui est beaucoup plus simplifié et en dehors d'une prise de sang, on peut très bien faire également un kit salivaire. Il faut faire un appel également et dire aux personnes que bon, c'est très bien de venir quand ils sont sensibilisés comme ça, mais qu'ils n'oublient pas que des malades, c'est toute l'année qui ont besoin. Et il faut qu'on ait un registre beaucoup plus important. Donc il faut venir, même lorsqu'il n'y a pas ces événements-là. Après son inscription, un donneur a une chance sur 1 million d'être appelé. En France, près de 2000 patients sont en attente d'une greffe de moelle chaque année. L'EFS espère que cet élan de générosité continue encore à étoffer la liste de donneurs, et pas seulement pour la moelle osseuse. L'établissement est toujours en recherche de donneurs de sang et de plasma. Si vous comptiez sortir votre paquet de cigarettes, c'est raté. Dans le sud à Marseille cet été, les plages seront interdites aux fumeurs. Une première à Marseille, mais pas dans les Bouches-du-Rhône. Cet arrêté municipal ne fait pas l'unanimité d'ailleurs. Reportage de Manon Mujica pour Provence Azur TV, notre partenaire sur place. Fumer une cigarette, une action bientôt proscrite en bord de mer. La ville de Marseille s'apprête en effet à signer un arrêté. Dès le 1er juin, les plages Borély et la Pointe Rouge seront non-fumeurs. Exit le tabac, les chichas et autres vapoteuses. Manifestement, il y a des endroits où ça n'est plus vivable. Et donc, sur la Pointe Rouge, l'année dernière, on a eu trop de soucis et trop de conflits d'usage, parfois des bagarres à cause de gens qui fumaient et d'autres qui ne l'acceptaient pas. Donc, on ne peut pas continuer comme ça et il faut avoir un minimum de sérénité sur nos plages et on espère la retrouver avec cette décision. Parmi les raisons invoquées également, les mégots trop polluants. Ils représentent 40% des déchets présents en Méditerranée. La municipalité espère que leur nombre diminue cet été. Des médiateurs, des policiers municipaux et nationaux seront chargés de faire respecter l'arrêté. Dans un premier temps, via une sensibilisation avant de sanctionner. Le prix de la contravention n'a toujours pas été établi, mais à titre de comparaison, jeter un mégot dans la rue est passible d'une amende de 68 €. Du côté des Marseillais, l'interdiction de fumer sur les plages ne fait pas l'unanimité.
C'est une vraie pollution, une nuisance pour tout le monde. Ça sent mauvais quand on a la tête dans le sable. Pour nos enfants, c'est vraiment majeur. Déjà, ça montre un mauvais exemple de fumer. Et ils jouent, ils font des pâtés de sable, ils se retrouvent avec des mégots de cigarettes. C'est vraiment sale, quoi. Quand il y a beaucoup de monde l'été, on prend la fumée des gens qui fument dans le nez, c'est désagréable. Il n'y aura pas des policiers tout le temps sur la plage pour vérifier qu'on ne fume pas, ça va être très compliqué. Si on arrête tout simplement de jeter les mégots et qu'on met des cendriers au niveau des poubelles partout, je vois pas où est le problème sur le fait de fumer sur les plages. C'est une première dans la cité phocéenne, mais pas dans les Bouches-du-Rhône. En 2011, La Ciotat était la première ville en France à bannir les fumeurs. C'était sur la plage des Lumières. Voici peut-être la solution pour recruter des jeunes issus des quartiers. Elle nous vient de la région Occitanie, son nom de code PODEM, projet pour le développement de l'emploi métropolitain. Exemple à Montpellier, où le projet se focalise sur les 12 quartiers prioritaires de la ville. C'est Anne-Sophie Pellegrini pour Via Occitanie qui nous le raconte. Qu'est-ce que tu as fait hier? Tu as fait des cadres? Fares est en contrat d'apprentissage construction en béton armé. Il alterne 2 semaines dans cette entreprise de métallerie et 1 semaine dans son centre de formation. Ce contrat d'apprentissage, il n'aurait jamais pu le suivre s'il n'avait pas trouvé d'entreprise qui accepte de le prendre en stage. Et pas facile de se faire recruter pour ce jeune issu des quartiers. Les préjugés du recrutement, tout ce qui est le bon langage, la bonne tenue. Tous ces critères qui font la différence lors d'entretiens d'embauche et que le PODEM mis en place par la métropole de Montpellier et l'État cherche à gommer. Nathalie a signé la charte entreprise et quartier. Dans le bâtiment, ce sont des métiers où le recrutement est souvent difficile et ces jeunes sont pleins de talent. Autre atout aussi, l'entreprise est localisée dans le quartier de la Mosson à Montpellier. C'est précisément là où habite Fares et où son centre de formation est implanté. Je pense que le fait que l'entreprise ait signé la charte permet une implication dans le quartier de manière plus forte au niveau de l'emploi. On s'est déjà croisé avec l'entreprise PAS sur des événements Pôle emploi, sur des événements mission locale, sur tout ce qui touche à l'emploi dans le quartier. Le PODEM a été lancé en 2016. À Montpellier, il se focalise sur les 12 quartiers prioritaires de la ville. Regardez ce reportage maintenant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Ce sont des archives de titres de presse exceptionnels, accessibles en un clic. Et oui, c'est possible. L'immédiat kiosque permet de consulter des journaux anciens numérisés issus des collections des bibliothèques municipales de Metz, de Nancy, de Thionville ou encore d'Épinal. Un patrimoine exceptionnel. Les explications d'Anne-Sophie Pierson pour Via Mirabel, notre partenaire. Découvrir ce à quoi pouvait bien ressembler la foire de Nancy au XXe siècle, c'est désormais possible. En quelques clics, ce sont 17 titres de la presse quotidienne régionale qui sont accessibles gratuitement sur Internet. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut retrouver en ligne actuellement. La plateforme L'Immédiat a été mise en ligne par les 4 bibliothèques du Sillon lorrain. 30 000 éditions de journaux publiés entre 1870 et 1930 sont ainsi mises à disposition du public. On y retrouve des titres de presse aujourd'hui disparus comme le Courrier lorrain ou le Petit Messin, une numérisation destinée à faciliter leur conservation et leur consultation. Il y a un double intérêt. Premièrement, c'est un intérêt de conservation et puis l'objectif aussi de démocratisation et de vulgarisation de contenus qui peuvent être culturels et puis pourquoi pas de revisiter aussi l'histoire de sa ville, de son territoire d'une autre manière. Et ce n'est qu'un début. Au total, c'est une centaine de titres dont les toutes premières éditions du Républicain lorrain qui devraient être numérisées et mises en ligne, des archives inédites et précieuses. Nous avons le premier Républicain lorrain qui s'intitulait Le Lorrain républicain et en allemand Metzer Freies Journal du 19 juin 1919, numéro 1. Et là tout est en allemand, d'ailleurs en caractère gothique, on n'a que le titre français qui est en caractère latin, si on veut. Et ce Républicain lorrain va peu à peu se transformer. Déjà, il va acquérir une édition en français. Pour chaque édition, ce sont plusieurs mois de travail qui sont nécessaires. On choisit les collections qu'on va numériser. Ensuite, on fait l'état de cette collection, si elle est numérisable ou pas, suivant l'état. Ensuite, c'est envoyé à un prestataire externe qui les numérise. À Nancy, Épinal, Thionville et Metz, ce sont l'équivalent de 4 personnes qui travaillent à temps plein sur la numérisation de ces titres de presse,
pour conserver leurs traces dans l'histoire. Voilà, sans transition, vous le savez, Robocop est à nos portes. On termine ce journal avec le trophée RoboFly, un rendez-vous qui attire les jeunes fans de la robotique. Et il a lieu à Cluses, en Haute-Savoie. Clémence Roaldès pour TV8 Mont-Blanc était sur place pour nous. Regardez. C'est un concours un peu particulier auquel participent les élèves de différents établissements. Le but, programmer les mouvements d'un robot. Après une vingtaine de minutes d'efforts, verdict. Ça s'est bien passé, c'est formateur. C'est bien de pouvoir apprendre ça parce que plus tard en entreprise ça va peut-être nous servir. Ça nous fait une initiation. Léo, Marc et Archie ont dû passer des tests de qualification pour participer au trophée RoboFly. Une journée de concours et d'apprentissage. C'est très utile et c'est surtout aussi ce qu'on est en train de faire là, c'est de transmettre les rudiments à des étudiants qui vont rentrer dans l'industrie et qui seront les futurs maillons de cette industrie. Et on souhaite aussi d'aller de plus en plus loin et de plus en plus tôt dans l'enseignement pour que on crée des vocations. Des vocations qui dépassent les frontières. Belges et Canadiens étaient aussi présents pour cette 4e édition. Un long voyage pour certains qui ne gâchent pas leur enthousiasme. C'est 7 heures d'avion, mais ça vaut la peine, c'est fantastique, on adore. Aussi, on est avec d'autres personnes, donc c'est communiquer, faire du travail d'équipe. Fait que c'est vraiment la communication qui est à l'œuvre, puis avoir des nouvelles connaissances pour le futur aussi avec les entreprises et avoir des contacts. Pour l'occasion, des groupes industriels de Haute-Savoie ont fait le déplacement. Cette journée est pour eux l'opportunité d'échanger avec les élèves tout en se faisant connaître. C'est vraiment informer l'étudiant de ce qui se passe dans l'industrie aujourd'hui. Notre problématique, c'est être capable de séduire ces gens pour qu'ils nous rejoignent plus tard, afin d'avoir une vraie main-d'œuvre qualifiée, qu'ils aient envie de nous rejoindre pour le développement de nos entreprises. Les gagnants de la journée sont repartis avec un trophée qui a récompensé cette aventure robotique. Voilà, on poursuit ce JT sans robotique, mais avec les unes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, à tout de suite. Bonjour Saveria, à la une des dernières nouvelles d'Alsace. La dernière déclaration. Malheureusement, il ne s'agit pas d'amour. La déclaration de revenus fait de la résistance. Le prélèvement à la source n'a pas fait disparaître la déclaration de revenus, même si Bercy travaille à simplifier, voire supprimer cette formalité pour certains contribuables. Les revenus 2018 doivent être déclarés sur Internet à partir d'aujourd'hui par tous les foyers, imposables ou non, une formalité censée disparaître dès l'an prochain pour les contribuables aux revenus constants. Voilà la une du grand journal du groupe Rossel, La Voix du Nord, quand les services publics viennent à vous. La santé, le service public qui aurait le plus besoin d'être renforcé selon le bilan des contributions des Français au grand débat. Justement, en zone rurale, les services publics disparaissent peu à peu. Le Nord a mis en place un service itinérant qui se déplace justement au plus près de vous. Et puis à lire également ce matin, le Nord déjà en alerte sécheresse, placé en alerte jusqu'à fin juin. Résultat, de lourdes restrictions d'eau sont imposées. Interdiction de laver les véhicules, d'arroser les pelouses et les jardins ou encore les terrains de sport. Il y a un déficit pluviométrique de 20% par rapport à la normale. Le mois de février a été particulièrement sec et ensoleillé. Il a connu des températures très douces. Le préfet prévient, si jamais cela s'avère nécessaire, nous restreindrons davantage encore l'usage de l'eau. Et la météo complète tout à l'heure dans cette édition avec les territoires. La course aux maisons de santé, c'est les déserts médicaux dont on parle beaucoup d'ailleurs dans le JT des territoires et régulièrement. C'est à la une de Midi Libre. La région comptera bientôt 183 structures d'ici 2020. Une façon de lutter contre les déserts médicaux. L'idée d'améliorer l'accès des habitants de la région à un médecin généraliste et plus largement l'offre de soins aux professionnels de santé. 13 nouveaux projets de maisons de santé viennent d'être validés en Occitanie et 4 centres vont également bénéficier d'un appui. Une semaine par an dans leur voiture. C'est la voiture, l'autre maison des Français à la une de la Provence. Les Provençaux y passent l'équivalent d'une semaine par an pour aller travailler. C'est une enquête menée par Ipsos. Le but, savoir si la voiture est remplaçable, comment et à quel coût. Il en ressort que si une majorité de Français est volontaire pour changer de mode de transport, pour se rendre à son travail, ils n'ont toujours pas la possibilité de faire autrement, sans même parler des salariés qui ont besoin d'une voiture pour travailler, pour circuler. La voiture s'impose bien souvent face au transport
transports en commun pour des questions de commodité, de fréquence des bus ou des trains, de temps gagné ou d'un éloignement trop important. Et puis à la une de l'Est républicain, son papa l'attendait à Strasbourg, elle a atterri en Lorraine. Tiline, 4 ans, a été égarée par la SNCF. La petite fille est descendue à Lorraine TGV alors que son père l'attendait à Strasbourg. Elle a pris un train seule à Rennes pour rejoindre son père donc à Strasbourg. Elle avait été prise en charge par le service d'accompagnement de la SNCF, Junior et compagnie, un service qui permet aux enfants de 4 à 14 ans de voyager seuls. Mais les animateurs de la SNCF l'ont fait descendre à la mauvaise gare. Elle a pu finalement retrouver son père avec 45 minutes de retard. Son papa a décidé de porter plainte contre la SNCF. Merci Savery, on vous retrouve en troisième partie de cette émission pour l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Guillaume Doyen, Thierry Dupont. Bonjour Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là. Bonjour Thierry Dupont de l'Express. Avec vous, on parlera tout à l'heure d'Emmanuel Macron, qui n'a pas l'air d'être un très très bon directeur des ressources humaines, comme l'écrit Corinne Laïc dans l'Express. On en parlera dans un instant. Avec vous Guillaume Doyen, c'est le bilan du grand débat national. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes, vous, intéressé au rapport des garants, ces personnalités qui ont été chargées de surveiller, de contrôler, de réguler, on va dire, ce grand débat national. Et c'est leur rapport final dont vous nous parlez ce matin. Très intéressant, d'ailleurs. Oui, alors ils l'ont présenté hier, conférence de presse où il y avait pas beaucoup de monde. Et pourtant, ça valait le coup d'y être. 5 personnalités qui ont été nommées un peu dans l'urgence après que la Commission nationale du débat public soit retirée du dispositif. Eh bien, elles en tirent un bilan quand même très mitigé. La première remarque, c'est moins qu'on puisse dire. C'est du volontariat. Alors, c'est une évidence, mais il faut le rappeler. Les gens ont répondu sur la base du volontariat, ont participé sur cette base. Donc, la représentativité de l'ensemble est sujette à caution. On ne sait pas vraiment qui a répondu et si ces gens-là sont... On peut préfigurer que c'est plutôt des gens moins actifs que des gens très actifs. Vous savez, dans les reportages qu'on a vus dans votre émission même, dans les reportages en région, ce qu'on a vu quand même, c'est pas mal de retraités, donc des gens plus âgés que la moyenne française. On a vu des gens manifestement connaissant bien les institutions, des gens très instruits s'exprimer sur le sujet. Donc ils sont peut-être pas représentatifs d'une partie des Français, de la classe populaire française. Et de la classe et des jeunes. Alors ils disent quelque chose dans ce rapport, c'est Yves Canivet, l'un des grands magistrats. Les grands magistrats, l'un de ces garants. Sans la confiance des citoyens sur l'honnêteté de cette démarche, le grand débat national n'est rien. C'est en question, ça ? C'est en question, et il fait très bien de poser les choses absolument tout de suite. C'est que, oui. Un peu en bulle d'ailleurs, c'est. Voilà, c'est en bulle. On va vous dire la vérité. Et la vérité, c'est que on ne sait rien sur leur représentativité. Cela dit, il y a un effort de transparence puisqu'on a mis en accès libre. Les chercheurs pourront travailler là-dessus sur tout ce qui a été envoyé. J'ai lu un sujet du Monde qui indique que sur Internet, quand même, il y a eu pas mal de copier-coller de gens qui ont renvoyé et re-renvoyé leur contribution. Donc voilà, il y a quand même ce doute autour de ça. Il faut mieux l'exprimer tout de suite. La bataille de transparence avec l'ouverture en open data de toutes les contributions mises en ligne. Expliquez-nous ça, cette open data. Capital, au fond. C'est capital. C'est un peu barbare, mais capital. En fait, ça va permettre... Ça permet de lever quand même une suspicion forte. Ça permet aussi à des chercheurs, à des journalistes, à des spécialistes des données d'aller fouiller là-dedans et d'en tirer des conclusions un peu plus fortes. Thierry Dupont, ces garants-là, ils sont appelés à avoir un rôle après, ou c'est terminé pour eux, ils ont mis leur rapport. Est-ce qu'on pourra, je sais pas, les ressolliciter pour un grand débat national prochain, futur ? Il a l'air de pas vouloir s'arrêter. On verra quelle suite va être donnée au grand débat. C'est maintenant ce qu'on attend. Il est urgent d'en sortir. On a bien vu hier l'exercice du Premier ministre au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il recommence aujourd'hui au Sénat. Il avait déjà exprimé la restitution du grand débat lundi au Grand Palais. Il a, d'une certaine façon, réitéré la chose hier devant les députés. Bon, maintenant, tout le monde attend la prise de parole du président de la République qui devrait intervenir d'ici la semaine prochaine.
Une des remarques que c'est un des garants. C'est Guy Canivet. Il y a marqué Yves dans le papier, mais c'est Guy Canivet. C'est Guy Canivet, bien sûr. Une des remarques qu'a fait un des garants, Bailly, l'ex-patron de la Jean-Paul Bailly. Jean-Paul Bailly. Lui, il a dit il faudrait peut-être mieux cerner le débat, peut-être se concentrer sur des questions plus pour l'avenir. Il a fait des propositions pour l'avenir. À mon avis, ça me semble intéressant, plutôt que de partir sur la totalité. Il dit ça, oui, réitération d'un grand débat national gagnerait à prendre pour objet un thème plus circonscrit afin de permettre de le traiter plus en profondeur. Il a absolument Mais en même temps, raison. il dit qu'il faut allonger la durée des débats. Et bon, ce qu'on reproche au grand débat aujourd'hui, ça devrait être très long. Donc c'est un peu paradoxal. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même cerner l'objet d'un débat. C'était trop large. Voilà, là, c'était, on va dire, moi, je pense que c'est un coup d'essai de démocratie participative. La difficulté, par exemple, c'est que c'était tellement ouvert. Lorsque le Premier ministre finit par dire, finalement, on a compris, en fait, il faut baisser les impôts. Et réduire les dépenses publiques, tout le monde dit tout ça pour ça. En fait, c'est ce que vous préconisiez depuis le début. Donc, en fait, ce débat, en fait, c'est la poudre aux yeux. Tout était déjà vendu d'avance, en fait. On est dans le journal des territoires, Guillaume Doya. Les territoires, alors, on va dire globalement, tout de suite, vous allez nous répondre, vous êtes un des spécialistes. Ils ont vraiment joué le jeu dans cette affaire. Oui, ils ont joué le jeu. Alors, les territoires, si vous parlez probablement des élus. Oui, les élus, vous êtes spécialiste des élus. Les élus, ils sont des bons républicains. Quand on leur demande de mettre une salle à disposition, ils jouent le jeu. Ils sont pas obligés d'animer le débat eux-mêmes. Ils sont pas obligés d'y aller. Ils peuvent, si ça leur plaît. Ils ont une totale liberté. Ils ne sont pas des corps intermédiaires, contrairement à ce qu'on entend parfois. Donc, s'ils veulent participer, ils participent, mais en général, quand la préfecture leur demande de l'aide, mettez-nous une salle à disposition. Ils ont joué le jeu. Ils y vont, mais bien sûr. Doyen, la Gazette des Communes, très intéressant, cet article donc, sur les garants du grand débat et leurs conclusions, au fond, à eux, de cet exercice démocratique quand même tout à fait unique dans la Ve République. On parle d'un élu, le plus illustre d'entre eux, le président de la République, dans l'Express cette semaine. Il est d'ailleurs à la une, c'est un chef sans troupe, pour vous, pour l'Express, et puis ce papier de Corinne Laïc, Thierry Dupont, le problème, c'est lui, c'est Emmanuel Macron, parce que chef de troupe, au fond, sans troupe. Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé au cours du dernier mini-remaniement, avec le fait, par exemple, que 2 conseillers soient nommés au gouvernement. Alors, dans le numéro de l'Express, moi, j'ai interviewé Patrice Duhamel, qui est un grand spécialiste des institutions de la 5e, et qui dit qu'en fait, qui rappelle que c'est pas une nouveauté. Il y a déjà eu François Mitterrand. Ah non, il dit que François Mitterrand était très fidèle à ses collaborateurs, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Oui, mais vous avez, par exemple, Pierre Bérégovoy et Jean-Louis Bianco, qui ont été des secrétaires généraux de l'Élysée, qui sont ensuite rentrés au gouvernement. Donc, c'est vraiment pas une pratique nouvelle. Ce qui est intéressant là de voir, c'est que, en fait, le parcours d'Emmanuel Macron, le parcours éclair, fait qu'il n'a pas construit de fidélité autour de lui, de fidélité successive par la longueur de sa carrière politique, et que donc il se retrouve... On commence le papier comme ça. Il a simplement dirigé une secrétaire lorsqu'il était chez Rothschild, puis un cabinet à Bercy. Et c'est à peu près les seules troupes qu'il a jamais dirigées. Vous expliquez d'ailleurs dans les hésitations pour nommer un ministre de l'Intérieur qui connaît absolument pas la police, puisqu'il n'a jamais eu affaire au fond à ce corps, dans notre société qui est important, et qu'au fond il a un peu tâtonné du coup. Il tâtonne, c'est-à-dire qu'il tâtonne pour recruter. Il a plusieurs conseillers très importants, très proches, qui lui annoncent qu'ils partent. Et le président procrastine, c'est-à-dire qu'il met des semaines à réagir, il ne les reçoit pas. Il ne lance pas le processus pour les remplacer. Il ne le lance qu'au bout de quelques semaines. Donc, ce qui fait que là, certains sont partis et ils ne sont toujours pas remplacés aujourd'hui. Mais il a toujours été comme ça, enfin en tout cas récemment, parce que là, vous parlez à un moment dans ce papier du départ d'Alexis Collère, à l'époque directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, qui veut partir, qui n'arrive pas à se faire recevoir par le président de la République, alors qu'il veut partir. Le directeur de cabinet dit mais je vais partir, comment on s'organise derrière ? Et en fait, il n'est pas reçu pendant plusieurs semaines. En fait. Donc, il y a une certaine... Et puis alors, il y a d'autres problèmes. Vous avez tout un tas de ministres qui partent à leur convenance. Vous avez quand même le symbole de Nicolas Hulot qui annonce son départ en direct à la radio un matin. Mais vous avez également Gérard Collomb qui dit « Oh, moi, finalement... Je préfère rentrer à Lyon. Vous avez Benjamin Griveaux qui piaffe pendant des semaines et des semaines en disant bon, vite qu'on me lâche la bride pour que je puisse aller concourir à Paris. Donc il y a un déficit de management qui peu à peu crée des problèmes. Par exemple,
on sait aujourd'hui que Christophe Castaner n'était pas le premier choix. Ça, j'ai lu ça, c'est incroyable. Donc, il n'a pas nommé le ministre de l'Intérieur qu'il voulait nommer. C'était Jean Castex. C'était Jean Castex, qui était un haut fonctionnaire plutôt classé à droite. Simplement, il y a eu une fuite dans la presse, et donc ça a mis Emmanuel Macron hors de lui, et ça a déclenché surtout une bronca de l'aile gauche des troupes macronistes, et du coup, il s'est rabattu sur Christophe Castaner. En tout cas, la photo, c'est un photomontage d'Emmanuel Macron, est très réussi. On dirait une affiche de film. On la voit d'ailleurs pendant que je vous parle. Voilà, ça c'est dans l'Express, un chef sans troupes, Emmanuel Macron, bien sûr. Et puis le bilan du grand débat national vu du côté des garants de ce grand débat. Très intéressant. Cet article dans la Gazette des communes, des départements et des régions. On peut retrouver tout ça évidemment sur le net. Dans un instant, c'est la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France. Vous allez voir, globalement, tout ça va s'améliorer. Et puis on se retrouve après, évidemment. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, c'est Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, chargé de ce secteur, qui est notre invité dans un instant en direct sur ce plateau. Pour l'instant, on va regarder ce qui se passe du côté du monde, toute l'actualité du monde, avec en Israël en image la victoire de Benjamin Netanyahou, donné vainqueur de la législative en Israël. L'Algérie, avec la désignation d'Abdelkader Ben Salah, vous le savez, qui était président du Sénat, qui est donc le nouveau président algérien. Et puis au Brésil, déjà la baisse de popularité de Jair Bolsonaro, le président brésilien, au bilan de ses 100 jours de pouvoir. Une grosse baisse dans les sondages, vous allez le voir. A tout de suite avec notre invité politique. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Il a sans doute gagné son pari. Le bloc de droite dirigé par le Likoud devance la coalition centriste de Benny Gantz. Benjamin Netanyahou vient d'obtenir sans doute un 5e mandat à la tête du pays pour la plus grande joie de ses partisans. Je peux vous dire que cette nuit est une nuit de victoire, une formidable victoire. Le Likoud a réussi à passer à la vitesse supérieure malgré les oppositions et la presse. Le peuple israélien vient d'exprimer à nouveau sa confiance envers moi pour une 5e fois. Le pouvoir a horreur du vide et au Palais des Nations, ces députés et sénateurs algériens n'ont pas cherché longtemps un remplaçant à Abdelaziz Bouteflika. À la tribune, le président de la Chambre haute, Abdelkader Ben Salah, reçoit sans suspense la charge de chef de l'État par intérim. La nomination de Ben Salah, c'est une provocation. Plus que jamais, la rue maintient la pression, mais l'armée, elle, n'a pas encore réagi. On veut que le haut commandement de l'armée tienne sa promesse d'être aux côtés du peuple qui refuse l'intronisation de Ben Salah à la tête de l'État. Le peuple réclame le départ des hommes de Bouteflika. Ça ne fait que quelques mois que Shahran n'a plus à cacher son homosexualité. Il a fui le Brunei en octobre dernier parce qu'il avait critiqué le sultanat sur les médias sociaux. J'ai confessé mon homosexualité tellement de fois dans les médias que je crois que je pourrais être condamné à mort.
La décision du Brunei de punir l'homosexualité par la peine de mort a soulevé l'indignation de la communauté internationale. Des célébrités comme George Clooney et Elton John en ont appelé au boycott des hôtels appartenant au riche sultan du Brunei à la tête du pays depuis plus de 50 ans. Même si les lois changent, même si le sultan décide de laisser les gens vivre librement, la culture ne changera pas, conclut Chahirane. Il promettait un réel changement de cap pour le Brésil, mais depuis son investiture début janvier, Jair Bolsonaro peine à contrôler le navire. Celui qu'on surnomme le Trump tropical voit sa cote de popularité chuter de 67% en janvier à 51% en mars, le pire résultat pour un président brésilien après 3 mois de mandat.